Quand on pense psychologie, on imagine souvent le divan, les grandes discussions. Mais en vrai, comment est-ce que c'est devenu une science, avec des labos, des données, des chiffres? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, la méthode. Alors, c'est quoi le grand tournant? Comment est-ce qu'on est passé de la simple réflexion philosophique à une science, une vraie science crédible? C'est justement la question qu'on va creuser ensemble. Et la réponse, en fait, c'est l'adoption de la méthode scientifique. Là, on a dit stop aux simples intuitions. On est entré dans une nouvelle ère, celle des expériences contrôlées, des mesures précises et des statistiques. Bref, des outils pour tester de manière vraiment rigoureuse nos idées sur le fonctionnement de l'esprit humain. Ok, mais une méthode de recherche, ça veut dire quoi concrètement? Imaginez ça comme une recette de cuisine. C'est la procédure, étape par étape, qu'un scientifique suit pour tester une hypothèse et obtenir des réponses fiables. Ce n'est plus une question d'opinion, c'est un processus systématique. Bon, pour s'attaquer à un sujet aussi complexe que l'esprit humain, les chercheurs ont, disons, deux grandes boîtes à outils. Deux approches fondamentales. Alors d'un côté, on a l'approche quantitative. Son truc à elle, c'est de mesurer, de chiffrer. On utilise des stats, des pourcentages pour voir des tendances générales sur de grands groupes. L'exemple typique, corréler des taux de criminalité avec la consommation de drogue. Et de l'autre côté, on a l'approche qualitative. Là, l'objectif est tout autre. On cherche à comprendre, à interpréter en profondeur. On va se concentrer sur quelques individus pour saisir toute la complexité d'une situation, comme observer le développement social d'un enfant. Ces deux grandes approches se déclinent en plusieurs méthodes concrètes. On a l'observation, l'étude de cas, et puis il y a la méthode expérimentale. Et c'est de celle-là dont on va parler parce que vous allez voir, c'est un peu la star, la plus puissante pour établir ce qui est scientifiquement vrai. La méthode expérimentale donc, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Pourquoi est-ce que c'est la référence en psychologie scientifique? La raison est toute simple, mais elle change absolument tout. La voici, cette fameuse raison, c'est la seule méthode capable de prouver un lien de cause à effet. C'est ça le nerf de la guerre. Elle ne se contente pas de dire « tiens, ces deux choses arrivent souvent ensemble ». Non, elle démontre que ceci est la cause de cela. Et ça fait toute la différence. Ok, super. Mais dans les faits, comment ça se passe, une expérience? Allez, on va décortiquer ensemble le fonctionnement d'une expérience psychoclassique. Le principe de base, en fait, est super simple. Le chercheur va volontairement changer une chose, une seule, pour voir quel effet ce changement a sur une autre chose. C'est tout. Alors, cette chose que le chercheur modifie, ça a un nom. C'est la variable indépendante. C'est la cause qu'on veut tester. Par exemple, imaginons qu'on veuille tester l'efficacité d'une nouvelle technologie dans une classe. Eh bien, le fait d'utiliser cette technologie ou pas, c'est notre variable indépendante. C'est le facteur qu'on contrôle. Et logiquement, la chose qu'on va mesurer pour voir s'il y a eu un impact, c'est la variable dépendante. C'est l'effet qu'on observe. Dans notre exemple, ce seraient les notes des élèves. On regarde si leurs notes dépendent de l'utilisation de la nouvelle technologie. Simple, non? Mais attention, on ne peut pas juste donner la nouvelle techno à tout le monde et voir ce qui se passe. Non, pour que ce soit scientifique, il faut de la rigueur. On va créer deux groupes d'élèves qui sont, au départ, parfaitement identiques. Le premier, c'est le groupe expérimental. C'est lui qui va utiliser la technologie. Le deuxième, et il est crucial, c'est le groupe de contrôle. Lui, il continue avec la méthode classique. C'est seulement en comparant les résultats finaux de ces deux groupes qu'on pourra dire, avec certitude, que la différence de notes vient bien de la technologie et de rien d'autre. On voit donc que cette méthode est hyper puissante pour établir des faits solides. Mais, car il y a un mais, elle a aussi ses limites. Et ces limites, elles apparaissent surtout quand on essaie de l'appliquer à l'objet le plus complexe qui soit, l'esprit humain. Il faut savoir que pour la psychologie, cette approche est plutôt récente. Elle a été en quelque sorte empruntée aux sciences dures, comme la physique, à la fin du 19e siècle. Et il y a un moment clé, une date à retenir, 1879, c'est l'année où un certain Wilhelm Wundt a fondé en Allemagne le tout premier laboratoire entièrement dédié à l'étude expérimentale de l'esprit. Une véritable révolution. Mais soyons très clairs là-dessus. La psychologie a beau utiliser les outils de la physique, elle ne pourra jamais atteindre le même niveau de précision. Pourquoi? Eh bien c'est simple, on ne peut pas isoler une émotion comme on isole un atome. On ne peut pas mettre la tristesse dans une éprouvette pour la peser. Et c'est là tout le paradoxe de la psychologie expérimentale. D'un côté, on a cette méthode ultra puissante pour trouver des liens de cause à effet, et de l'autre, on a notre sujet d'étude, l'esprit humain, qui est non seulement incroyablement complexe, mais qui est aussi, et heureusement, protégé par des règles éthiques très strictes. On ne peut pas faire n'importe quoi sur des êtres humains.
Alors, pour contourner certains de ces obstacles éthiques, les chercheurs se tournent parfois vers l'expérimentation animale. Ça leur permet d'étudier des mécanismes biologiques ou des comportements de base qu'il serait totalement impossible d'étudier de cette manière chez l'être humain. Bon, si on résume, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? 1. La psychologie est devenue une science en adoptant des méthodes de recherche structurées. 2. La méthode expérimentale est l'outil le plus puissant pour trouver des relations de cause à effet. Et 3. Malgré sa puissance, elle a ses limites quand on l'applique à l'humain, à cause de la complexité de notre esprit et des questions d'éthique. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question fondamentale. Si la méthode idéale se heurte à des limites pratiques et éthiques, alors comment on fait? De quels autres outils on dispose pour continuer à essayer de percer les secrets de notre esprit?